Bienvenue à notre webinaire intitulé « Évaluation et gestion optimale de l'exudat, les impacts cliniques ». Avant de commencer, j'aimerais passer en revue certains détails afin que vous sachiez comment participer à l'événement d'aujourd'hui. Vous pouvez soumettre des questions ou des commentaires au présentateur en les saisissant dans la zone « Questions » de la barre de menu. Vous pouvez soumettre vos questions à tout moment pendant la présentation. Nous les collecterons et les aborderons lors de la partie questions-réponses à la fin de la présentation. Je voudrais maintenant vous présenter notre présentation mettant en vedette Deborah Abner. Deborah Abner est infirmière stomothérapeute depuis 2007. Elle détient une maîtrise en soins infirmiers de l'Université de McGill. Elle a complété le cours international interdisciplinaire en soins des plaies de l'Université de Toronto. Elle a été conférencière dans plusieurs congrès provinciaux, nationaux et internationaux. Elle est passionnée par une pratique clinique basée sur les données probantes. Ensuite, Diane Saint-Cyr, elle est infirmière stomothérapeute depuis 1986. Elle détient une maîtrise en enseignement aux adultes et elle a été lauréate d'un prix Florence de l'OIIQ pour l'excellence des soins. Diane a publié de nombreux articles scientifiques ainsi que rédigé plusieurs chapitres de livres, dont celui des soins des plaies de l'OIIQ. Elle est consultante en pratique privée et donne plusieurs ateliers de formation continue à travers la province. Je vous souhaite une bonne présentation. Cette présentation est commanditée par Moneke. Alors, voici les objectifs d'apprentissage poursuivis durant le webinaire. D'abord, connaître les composantes et le rôle de l'exudat dans la cicatrisation, comprendre quand l'exudat devient un problème, connaître les facteurs locaux et systémiques et pratiques qui influencent la production d'exudat, découvrir comment une nouvelle technologie de pansement mousse peut optimiser la gestion de tous les types d'exudat et finalement partager des cas cliniques ayant utilisé la nouvelle technologie Flex. Voici quelques énoncés pour débuter votre réflexion sur le sujet de l'exudat. L'exudat doit être évalué à chaque changement de pansement. Toute augmentation de la quantité d'exudat indique une infection. La sélection d'un pansement adéquat est le seul facteur à considérer pour gérer la quantité d'exudat. Tous les pansements mousse sont flexibles et conformables. Et tous les pansements mousse peuvent absorber les exudats très visqueux. L'information partagée avec vous durant le webinaire est appuyée sur le dernier document de consensus du World Union of Wound Healing Society de 2019. Alors, qu'est-ce que l'exudat? C'est un liquide composé de sérum, de fibrine et de globules blancs qui soignent dans une lésion superficielle ou dans une zone inflammatoire. L'exudat est produit par des pressions osmotiques et hydrostatiques complexes. Les recherches récentes ont démontré que le liquide interstitiel est réabsorbé par le réseau lymphatique plutôt que par les capillaires. L'exudat dérive d'un liquide qui a suinté des vaisseaux sanguins et qui est très similaire au plasma sanguin. Le fluide suinte des capillaires vers les tissus corporels à une vitesse déterminée par la perméabilité des capillaires et les pressions hydrostatiques et osmotiques à travers la paroi des capillaires. Généralement, environ 90% du liquide diffusé est réabsorbé par les capillaires. La petite quantité de liquide non réabsorbé est renvoyée à la circulation centrale par le système lymphatique. Par conséquent, le suintement des capillaires est contrebalancé à l'équilibre par la réabsorption et le drainage du fluide. Dans une plaie, la lésion initiale déclenche l'inflammation, qui est une étape précoce du processus de cicatrisation. Les médiateurs intervenant dans l'inflammation, par exemple l'histamine, augmentent la perméabilité capillaire de sorte que les leucocytes puissent s'échapper et davantage de liquide puisse s'écouler des vaisseaux sanguins. Le fluide en excès pénètre alors dans la plaie où il constitue la base de l'exudat. Au 16e siècle, Paracelsus disait que l'exudat est comme un baume naturel. Nous savons maintenant que l'exudat joue un rôle très important dans la cicatrisation des plaies. Il fournit entre autres un milieu humide de cicatrisation,
permet la diffusion des médiateurs immunitaires et des facteurs de croissance dans le lit de la plaie, favorise la migration des cellules réparatrices dans le lit de la plaie, fournit les nutriments essentiels au métabolisme cellulaire et favorise la séparation des tissus morts ou endommagés, appelée l'autolyse. Le processus de guérison des plaies est divisé en 4 phases qui se chevauchent, soit l'hémostase, l'inflammation, la prolifération et le remodelage. En général, la production d'exudats est la plus élevée pendant la phase inflammatoire et diminue progressivement durant la cicatrisation. Le processus inflammatoire est déclenché par la formation d'une plaie. Il se libère alors une gamme de substances chimiques, des médiateurs et des enzymes qui, entre autres effets, augmentent la production de fluide interstitiel et encouragent ainsi la formation de l'exudat dans la plaie. Comme clinicienne, il est important de comprendre quand l'exudat a des effets indésirables sur la cicatrisation et de savoir pourquoi et comment intervenir. L'exudat peut être un problème si il a la mauvaise composition, c'est-à-dire que les éléments qui le composent sont nuisibles au processus biochimique requis pour un déroulement harmonieux de la cicatrisation. Il y a une mauvaise quantité d'exudat, soit trop peu ou trop abondant, et l'exudat se trouve au mauvais endroit, soit dans le mauvais compartiment, par exemple dans l'espace interstitiel, plutôt que dans la cellule. Nous allons maintenant nous pencher sur les composantes de l'exudat. L'eau procure un milieu aqueux pour les autres composantes et prévient l'assèchement des tissus. La fibrine et les plaquettes interviennent dans la coagulation sanguine. Le glucose est une source d'énergie cellulaire. Les cellules immunitaires sont la première ligne de défense de l'organisme et produisent les facteurs de croissance. Les protéines transportent d'autres molécules et possèdent des effets anti-inflammatoires sur la coagulation sanguine et les fonctions immunitaires. Les facteurs de croissance stimulent la croissance cellulaire et doivent demeurer actifs pour que la cicatrisation progresse. Les protéases dégradent les protéines, contribuent à l'autolyse et à la migration cellulaire ainsi qu'au remodelage des cicatrices. Les produits de déchets métaboliques sont des sous-produits qui est une conséquence du métabolisme cellulaire et les micro-organismes sont présents dans toutes les plaies. Il est impossible d'avoir une plaie stérile. Il y a également dans l'exudat des débris de plaies et des cellules mortes qui contiennent des protéases de l'exudat qui aident, entre autres, à produire l'autolyse. Le cercle de Collin est une représentation graphique qui démontre les problèmes associés à un débalancement dans les composantes de l'exudat. Les cytokines pro-inflammatoires sont les molécules de signalisation cellulaire qui stimulent le processus inflammatoire et qui peuvent augmenter les niveaux de métalloprotéases matricielles, appelées les MPM, par rapport au niveau des protéines, ce qui augmente l'activité des MPM. Les MPM dans les plaies stagnantes ont des niveaux qui peuvent être 10 à 25 fois plus élevés que dans les plaies qui cicatrisent bien et peuvent entraîner une dégradation des facteurs de croissance si le taux de la dégradation de la matrice extracellulaire, dans ce cas-ci on va l'appeler MEC, correspond ou dépasse les taux de production de la MEC, la guérison à ce moment-là peut être ralentie ou arrêtée. Les facteurs de croissance stimulent la prolifération et la migration des cellules impliquées dans la formation de nouveaux vaisseaux sanguins, le dépôt de la matrice extracellulaire, la contraction des plaies et l'épithélialisation. Dans les plaies stagnantes, les niveaux de facteurs de croissance sont inférieurs à ceux des plaies qui guérissent normalement, probablement en raison de leur dégradation par les enzymes protéolytiques. La prolifération des fibroblastes, appelée la mitose, est un aspect clé de la cicatrisation des plaies qui est stimulée dans une mesure beaucoup plus faible par le fluide des plaies stagnantes que par le liquide des plaies qui guérissent normalement. Il y a 3 types de facteurs qui peuvent influencer la production de l'exudat. Il s'agit des facteurs locaux, systémiques et liés à la pratique clinique. Nous allons débuter par les facteurs locaux. D'abord, les facteurs qui peuvent diminuer l'exudat peuvent être, par exemple, l'ischémie au site de la plaie qui pourrait produire une plaie avec une escarre sèche.
D'autres exemples de facteurs locaux qui peuvent augmenter l'exsudat peuvent être, par exemple, l'infection de la plaie ou un biofilm, un état inflammatoire ou des traumatismes locaux, par exemple par un débridement chirurgical. La présence de corps étrangers dans le lit de la plaie, de l'édème, par exemple en présence d'insuffisance veineuse, d'obstruction de la veine cave, d'une dysfonction lymphatique ou de lymphédème. S'il y a présence de sinus dans le lit de la plaie, une fistule dans la plaie, par exemple une fistule urinaire, entérique, lymphatique ou cavité articulaire, et finalement, s'il y avait présence de tumeurs. Maintenant, les facteurs systémiques qui influencent la production d'exsudat. D'abord, ceux qui peuvent diminuer l'exsudat sont la déshydratation, le choc hypovolémique, la microangiopathie. Ceux qui peuvent l'augmenter sont l'âge avancé, la cardiopathie congestive, l'insuffisance rénale ou hépatique, l'infection, l'inflammation, des taux élevés de protéines C réactives, la maladie endocrinienne, des médicaments comme les bloqueurs des canaux calciques, les anti-inflammatoires stéroïdiens ou non stéroïdiens, la glitazone, l'obésité, la surcharge liquidienne durant une thérapie intraveineuse, la malnutrition, de faibles taux d'albumine sérique. Nous allons maintenant nous pencher sur des facteurs pratiques qui peuvent influencer la production d'exsudat. Par exemple, la sélection d'un pansement inapproprié peut nuire soit en desséchant ou en surhydratant le lit de la plaie. Maintenant, d'autres facteurs qui peuvent augmenter la production d'exsudat seraient la localisation de la plaie, par exemple sur un membre inférieur ou sur le sacrum, une chaleur ambiante qui serait très élevée, la volonté ou la capacité limitée pour le patient à observer un traitement pharmacologique, comme par exemple la prise de diurétiques, ou non pharmacologique, comme par exemple la tolérance d'un traitement compressif. Alors, penchons-nous comment ça s'applique à la pratique clinique. Un objectif important de la prise en charge des plaies est de minimiser les effets nuisibles de l'exsudat et d'en maximiser les effets bénéfiques. L'application de pansements qui éliminent et séquestrent les quantités excessives de liquide et de MPM de la plaie peut non seulement aider à rétablir l'équilibre hydrique, mais également à soutenir le processus de cicatrisation de la plaie en empêchant la détérioration des tissus causée par une activité des protéases trop importante. Voici quelques impacts négatifs lorsqu'une production excessive d'exsudat n'est pas bien gérée. Entre autres, il peut y avoir une fuite de l'exsudat et des souillures qui sont très désagréables pour la personne, de mauvaises odeurs, de l'inconfort et de la douleur, ainsi que des changements fréquents des pansements avec un risque accru d'infection. Ceux-ci sont d'autres problèmes associés à une production excessive d'exsudat mal gérée, entre autres des lésions cutanées périlésionnelles, par exemple de la macération et des érosions, une augmentation de la taille de la plaie, des effets psychosociaux négatifs pour la personne, une perte de protéines et un déséquilibre liquidien et électrolytique. Par exemple, il a été estimé qu'une personne avec une lésion de pression de stade 4 pourrait perdre jusqu'à 90 à 100 grammes de protéines par jour dans l'exsudat. Cette perte représente plus que l'apport quotidien recommandé de protéines pour de nombreux adultes. Nous allons maintenant nous pencher sur certains impacts socio-économiques des soins de plaie. En 2012, les coûts annuels au Canada pour le soin des plaies étaient de 3,9 milliards et les estimés suggèrent que ces coûts pourraient augmenter de 30 % d'ici 2020. 547 millions en coûts directs pour les ulcères du pied diabétiques ont été payés en 2015. 1 million payés par les établissements de soins pour les lésions de pression et les infections du site chirurgical, et les coûts estimés des pansements est de seulement 2,9 à 13,9 % des coûts globaux. Alors, on attache beaucoup trop d'importance sur le coût des pansements. La majorité des coûts est vraiment d'un autre ordre. L'utilisation efficace du cycle de gestion des soins de plaie de Plaie Canada permet une approche globale axée sur la personne. L'évaluation holistique doit identifier tous les facteurs pertinents et fixer des objectifs de soins réalistes et adaptés à la situation clinique. Les interventions doivent reconnaître et tenir compte de la culture
et des valeurs de chaque personne avec une plaie. Alors, cette représentation-là est une suite logique de l'évaluation de Plaie Canada. Alors, ça concerne l'évaluation holistique de la plaie. Alors, les pansements doivent être utilisés dans le cadre de la préparation du lit de la plaie et être réévalués lors des changements de pansement. Alors, c'est bien entendu qu'on va se préoccuper sur la santé globale du patient, mais par la suite, on va se pencher sur le traitement actuel de la plaie, les préoccupations tant du patient et des soignants, regarder la région périlésionnelle, les paramètres généraux de l'évaluation de la plaie et de façon un peu plus spécifique, on se penche sur l'exsudat, le type, la couleur, la consistance, sa quantité et son odeur, et on va aussi évaluer les risques de lésions additionnelles à cause d'une mauvaise gestion d'exsudat. Pour maîtriser les coûts associés aux soins de plaie, il est important de faire cette évaluation approfondie de la plaie et de la personne afin de choisir un pansement approprié qui va pouvoir favoriser la guérison de la plaie, bien évidemment si elle est curable, et viser à diminuer les complications et à maintenir la qualité de vie de la personne. Le rôle des cliniciens est d'ajuster le traitement en fonction du niveau d'humidité de la plaie. Il est important de noter que la cicatrisation en milieu humide ne s'applique que pour les plaies qui ont un potentiel de cicatrisation. Alors, on voit qu'on a un continuum. D'un côté, on a un lit de plaie qui est sec, de l'autre, on a une plaie qui est très humide, et on doit trouver le pansement qui va se pencher sur une gestion optimale de l'exsudat. D'abord, nous allons regarder des stratégies pour augmenter le niveau d'humidité à l'aide des pansements. Alors, si on a besoin d'augmenter le niveau d'humidité, on va choisir un type de pansement qui conserve ou qui ajoute de l'humidité. On peut également utiliser la version plus mince du pansement actuel, qui serait moins absorbante, ou diminuer la fréquence de changement des pansements. Maintenant, lorsqu'on a un bon niveau d'humidité et qu'on désire maintenir le niveau d'humidité à cette plaie, on peut continuer tout simplement le type de pansement actuel ou, au besoin, modifier la fréquence de changement de pansement au besoin, soit en l'augmentant ou en la diminuant selon nos observations cliniques. Alors maintenant, on est dans une plaie qui semble actuellement avoir un bon niveau d'humidité. Alors, pour le maintenir, on peut tout simplement continuer le type de pansement actuel et si la plaie s'assèche ou devient plus exudative, à ce moment-là, on pourra modifier la fréquence de changement de pansement au besoin. Cette représentation graphique montre différentes classes de pansements en fonction de l'exsudat. Alors évidemment, de gauche à droite, on voit les gouttelettes d'exsudat qui sont de plus en plus abondantes. Et donc, pour les cliniciens, il est important de comprendre le niveau d'absorption des différentes classes de pansements afin de bien les sélectionner et de savoir comment les combiner pour répondre à chaque défi clinique de chaque plaie. Les pansements gèrent l'exsudat par deux principaux mécanismes. Le premier est l'absorption et le second, l'évaporation. Alors, pour ce qui est de l'absorption, c'est la capacité de l'exsudat à pénétrer dans les matériaux du pansement. Certains pansements ont la capacité de gérer tous les types d'exsudat et, très important, la taille du pansement doit couvrir la plaie et laisser un excédent pour une absorption optimale. Sinon, le pansement va se saturer très rapidement. Avec l'utilisation des pansements mousse, il est super important de ne pas ajouter de compresses de coton directement en contact avec le lit de la plaie parce que ça va altérer la capacité d'absorber l'exsudat et de le transférer dans les couches plus profondes du pansement afin de mieux conserver un niveau d'humidité adéquat et d'éviter la macération. Certains pansements ont la capacité de retenir l'exsudat même sous la compression et certains pansements emprisonnent aussi les micro-organismes et les MPM à cause de leur composition structurelle. Les exsudats visqueux, cependant, comportent un défi particulièrement difficile et beaucoup de pansements ne peuvent les gérer adéquatement.
Le deuxième mécanisme de gestion d'exudat des pansements est l'évaporation. Alors, l'évaporation, c'est la capacité d'évaporer l'humidité par la couche externe du pansement et certains pansements évaporent davantage et on se réfère à ce moment-là au taux de transmission de vapeur d'eau. Les pansements avec un TTVD élevé peuvent garder un profil plus plat durant le port du pansement. Un pansement mousse composé de 5 couches avec la technologie Flex dans les couches de rétention et de diffusion permet une flexibilité supérieure qui permet de suivre les mouvements du corps avec un étirement possible sur 360 degrés, ce qui améliore la durée de port et se conforme au mouvement du corps. La technologie SafeTac qui diminue la douleur pendant les changements de pansement et réduit les risques de macération. L'exudat contenant les bactéries est rapidement absorbé à travers la couche de contact SafeTac dans la couche de mousse de rétention. La couche de diffusion avec la technologie Flex distribue l'exudat sur une grande surface afin d'aider à l'évaporation des vapeurs d'eau et de diriger l'exudat contenant des bactéries dans la couche de rétention. La couche de rétention avec la technologie Flex emprisonne l'exudat contenant les bactéries et prévient qu'il retourne dans le lit de la plaie, même sous compression. La pellicule transparente agit comme une barrière contre la pénétration des bactéries. Le moniteur de saturation d'exudat vous permet d'évaluer facilement la surface de saturation avec le motif à point et d'éviter de changer trop souvent les pansements. Le pansement Mepilex BorderFlex avec la technologie Flex est conçu pour diminuer le temps de traitement. Les pansements Mepilex BorderFlex de grande dimension ont maintenant un film de protection en 3 parties pour faciliter la manipulation et l'application du pansement. Je vais maintenant passer la parole à Debbie qui vous expliquera certaines caractéristiques spécifiques au pansement mousse Mepilex BorderFlex qui sont bénéfiques et elle vous présentera quelques études de cas. Chadwick et al. Ont fait une étude observationnelle avec 10 clients avec des ulcères veineux qui sont traités avec le Mepilex BorderFlex et la compression, dont tous les clients avaient un indice chez les bras de plus de 0,75, il n'y avait aucun signe d'infection et les plaies sont à moins de 25 cm². Ils ont fait une évaluation toutes les semaines pendant 4 semaines. Ils ont déterminé le volume d'exudat, la concentration des MPM9, ensuite la dimension de la plaie qui était déterminée par une planimétrie numérique photodigitale. Les résultats ont démontré que les concentrations de MPM9 étaient plus élevées dans les couches de rétention et de diffusion et plus faibles dans la couche de mousse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça éloigne les MPM toxiques du lit de la plaie. En plus, ça emprisonne l'exudat contenant des bactéries à distance du lit de la plaie. Ça avait une absorption et rétention adéquate de l'exudat, incluant l'exudat visqueux. C'est un pansement qui était très flexible, résiste à la douche et encore facile à utiliser. Il est très important de suivre les recommandations de la compagnie quant à la fréquence de changement de pansement en fonction de la saturation du pansement. Le pansement Mepilex BorderFlex doit être changé lorsqu'il est saturé à un maximum de 75% ou aux 7 jours. Le moniteur de progression de l'exudat vous permet de voir quand le pansement doit être changé. En plus, il permet aux patients impliqués dans leur auto-soin quand ils doivent changer leur propre pansement. Dans l'étude de Chadwick, il a été démontré que pour obtenir une capacité d'absorption optimale avec le pansement Mepilex Flex, il était important de s'assurer que si la surface de la plaie excède 60% de la dimension de la couche absorbante du pansement, il faut alors choisir un pansement plus grand. Si la surface du pansement qui est saturée par l'exudat dépasse 60% de la surface du coussinet absorbant, une accumulation d'exudat additionnel pourrait alors causer de la macération de la peau péridurale. Dans ma pratique, j'ai remarqué que les pansements qui sont soumis à de la pression, comme une plaie sur la face plantaire ou sur le sacrum, ils doivent aussi être changés lorsque la saturation atteint de 50 à 60%.
Je vais maintenant vous présenter des études de cas dont Mepilex BorderFlex était le choix de pansement utilisé pour traiter les plaies complexes. La première étude de cas était un homme de 52 ans qui avait été référé à moi par son chirurgien d'orthopédie pour un ulcère du pied diabétique neuropathique qui évolue depuis 2 semaines. Il portait une botte de décharge et il avait une ostéomyélite traitée. Le traitement comprenait un pactage avec un pansement de fibres gélifiantes avec argent et le pansement secondaire était la mousse Mepilex Border. Le fibre gélifiant était saturé à 100% après une couple de journées et le pansement nécessitait des changements 3 fois par semaine en raison des niveaux élevés d'exudat. La plaie mesurait 2,5 par 1,5 par 0,5 cm. On a continué avec la fibre gélifiante avec argent, mais on a changé le pansement secondaire au Mepilex BorderFlex. L'épouse faisait les changements de pansement. Elle était avisée de changer le pansement quand il était saturé à 50%. Le client a continué de porter la botte de décharge, sauf pour le sommeil et la douche. Les changements de pansement ont diminué aux 3 à 4 jours. Le pansement ne se décollait pas, même en marchant avec la botte de décharge qui était une crainte au client. Après 2 semaines, la dimension de la plaie avait diminué à 1,8 par 0,9 par 0,3 cm. Et en plus de mieux absorber l'exudat, le Mepilex BorderFlex a bien conformé au pied et ça ne décollait pas. J'étais obligée d'enseigner aux clients de ne pas mettre une bordure adhésive parce qu'ils étaient habitués de faire ça dans le passé. Ils ont continué avec le pansement Mepilex BorderFlex jusqu'à la fermeture de la plaie 8 semaines après. Le deuxième cas est un homme de 68 ans, non-fumeur avec un ulcère du pied diabétique neuropathique au 5e tête métatarsienne droite. En plus, il avait une insuffisance veineuse. Cette plaie existait depuis 8 ans, mais elle avait cicatrisé à quelques reprises. J'avais traité la plaie avec un pansement antimicrobien hydrophobe avec un coussinet absorbant et plâtre de contact total depuis 6 semaines. La plaie était 4 par 3 par 1 cm avant le plâtre de contact total et elle avait diminué à 2,8 cm par 1,5 cm. J'ai continué avec le pansement antimicrobien hydrophobe plus le Mepilex BorderFlex comme pansement secondaire. J'ai fait de l'enseignement pour les auto-soins de sa plaie et j'ai fait un suivi après 6 semaines. La plaie avait diminué à 1,2 0,5 cm avec la présence d'un îlot épithélial. La semaine après, j'ai revu le client et donc la plaie avait encore diminué de 0,8 par 0,4 cm. Il y avait une bonne protection de la peau, une diminution de la macération et le client a dit que c'était bon, ça n'a pas décollé dans sa botte de décharge. Le client avait rapporté que le pansement avait resté en place pendant 1 semaine, malgré la prise de 2 douches. La plaie, après 10 semaines, on a fini le traitement avec le Mepilex BorderFlex et je l'ai changé au pansement mousse Mepilex BorderLite parce qu'il y avait très peu d'exudat. On a poursuivi la botte de décharge amovible, même si la plaie est fermée, et il est en attente pour une réévaluation pour une chirurgie de reconstruction. Dans la photo, vous allez voir une photo du pansement Mepilex BorderFlex après 1 semaine et on voit qu'il ne s'est pas décollé. Le client a fait des commentaires qui m'a dit que le pansement colle sans coller. Ça veut dire qu'il adhère bien, mais il est facile à retirer. Il n'y avait pas besoin d'ajouter une fixation additionnelle en bordure. Il trouvait que ça moulait parfaitement au contour du pied, que ça restait bien en place. Et en plus, il y avait une amélioration du pansement comparé à son Mepilex Border. La troisième étude de cas était une dame de 48 ans avec un abcès au sein droit qui a été débridé chirurgicalement. La plaie avait un sillon de presque 7 cm de longueur avec exudat sérosanguineux de quantité moyenne. Quand j'ai vu cette dame,
J'avais lui donné une prescription pour un pansement primaire de mèche de fibre gélifiante avec argent, plus un pansement secondaire, pansement mousse, Mepilex Border, et le changer quand saturé à 50%. La dame le changeait, son pansement, aux 2 jours, car il se décollait. Elle aimait prendre des douches très chaudes et elle était très active et au travail. En écoutant ces préoccupations, j'ai décidé d'essayer le Mepilex Borderflex comme un pansement secondaire. Dans la première photo, vous allez voir que le pansement était souillé de moins de 50%, mais les bordures se déroulaient. Après 2 semaines, la plaie avait diminué à 0,5 cm de profondeur et on a discontinué la mèche. La patiente changeait son pansement aux 4 jours. Les commentaires qu'elle m'avait laissés, c'est que le pansement conforme bien au contour du sein, il ne décolle pas, même avec les douches très chaudes. Il était confortable et il n'y avait pas d'odeur aussi. Le dernier étude de cas est un homme de 72 ans, obèse, avec des plaies d'ulcère veineux. Il y a aussi une insuffisance veineuse secondaire à une chirurgie orthopédique depuis 15 ans. Il n'y a pas d'histoire de diabète, il marche avec l'aide d'une marchette, il vit en CHSLD. C'est un patient qui est proactif et veut faire tout pour aider sa guérison. L'indice de pression systolique chez les bras était normal. Il avait la plaie depuis plusieurs semaines. Le traitement actuel, c'est un pansement non adhérent imprégné de gelée de pétrole et un pansement sec changé d'IE et au besoin. La plaie avait un exudat modéré. Moi, j'avais prescrit un bandage de compression inélastique aux 4 jours avec le Mepilex XT. Quand il est venu à ma clinique, quelques semaines après, il ne portait pas le bandage de compression et le traitement de prescription n'avait pas été implanté. Il n'avait pas mis aucun des traitements. Avec la permission du client, j'ai pris en charge le client et ses traitements. À ce point-ci, j'ai essayé le Mepilex Borderflex plus une compression de 4 couches élastiques et je l'ai changé 2 fois durant la première semaine. À la première visite, après 3 jours, le pansement avait bien géré l'exudat et après 1 semaine, la plaie s'était presque cicatrisée. Une chose que j'ai remarquée avec ce pansement-là, parce qu'habituellement, je n'utilise pas des bordures avec la compression, mais à cause que le pansement était très flexible, ça n'a pas causé aucune problématique de la peau périlusionnelle et la peau en dessous de la partie adhésive. Le pansement était resté en place 1 semaine, dont 14 jours de traitement avec le Mepilex Borderflex et une compression multicouche. Aussitôt que j'ai fait une décongestion veineuse et la plaie était presque guérie, ensuite, j'ai les changé à des bas de compression et j'ai fait un suivi 4 jours après avoir commencé le bas de compression pour s'assurer que tout s'en allait en ligne. Les commentaires que j'ai, c'est que je trouvais que le pansement conforme bien la jambe, il y avait une bordure douce à la retire du pansement et une bonne absorption de l'exudat. Sur cette diapo, vous pouvez voir l'évolution de la plaie du jour 0 au 14e journée, où il était presque cicatrisé. Il était aussi mis en bas de compression. Récemment, Rook et al. Ont publié une étude observationnelle rétrospective regroupant 431 patients avec 549 ulcères exudatifs de différentes étiologies, dont 51% étaient des lésions de tissu profondes et des ulcères veineux. Les résultats de cette étude ont démontré que la durée de part moyenne du Mepilex Borderflex était de 1 à 7 jours avec un moyen de 4,5 jours. Ils ont démontré qu'il gère bien l'exudat, qu'il y avait peu de macération de la peau environnante, il y avait une progression rapide de la cicatrisation et la fermeture de la plaie. C'était facile à appliquer, même par le client, et à enlever sans la douleur au minimum. Et le pansement était très flexible. Dans mes évaluations de ce produit, j'ai trouvé
similaires les mêmes résultats. Nous aimerions maintenant commencer la session de questions-réponses. Si vous avez déjà pas fait demander votre question, veuillez soumettre vos questions en les tapant dans la zone questions du menu du bas. Notre première question est: pourquoi les anti-inflammatoires augmentent-ils la quantité d'exudats puisque leur rôle est de diminuer l'inflammation? Je laisse la question à Deb ou Diane. Oui, bonjour. Alors, évidemment, comme effet secondaire, puis Debbie, tu pourras compléter si tu le désires. Alors, comme un des effets secondaires des anti-inflammatoires stéroïdiens ou non stéroïdiens, c'est la rétention d'eau. Donc, c'est certain que si tu as une rétention d'eau, puis que tu as une plaie qui peut être assez volumineuse, c'est évident que tu vas évacuer plus d'exudats par ta plaie. Merci. Notre deuxième question: pourquoi ne pas utiliser de pansement avec bordure avec compression? Oui, c'est parce que quand tu es sous la compression, tu as une tendance que le pansement ne bouge pas avec le patient, puis ça peut causer des problématiques et des irritations sur la peau. C'est juste mon expérience que ce que j'ai vu, parce que ça fait 20 ans que je fais des ulcères veineux, mais c'est la tendance que je vois. Même je l'ai vu avec le Mepilex Border régulier. Mais avec celui-là, il bouge vraiment avec le patient puis avec ta compression quand tu es en train de mettre. C'est juste une observation que j'ai aperçue. Moi, je pourrais peut-être compléter aussi en ajoutant que certaines bordures adhésives, comme les patients avec des ulcères veineux, ont souvent une peau, une dermatite de stase et ça crée vraiment un bris dans la fonction barrière de la peau, ce qui fait comme conséquence que ces patients-là sont beaucoup plus sujets à toute forme de réaction cutanée. Et c'est souvent en bordure, avec la bordure adhésive qu'on peut déclencher certaines réactions cutanées. Alors évidemment, avec le Mepilex ou le Mepilex Borderflex, avec l'assise de silicone, c'est très, très doux et il y a vraiment très, très peu d'allergies rapportées. Prochaine question: quels seraient les avantages de passer du Mepilex Border au Mepilex Borderflex à part de la flexibilité? Je pense que ça peut être cette durabilité parce que s'il ne décolle pas et que tu as une meilleure avec l'indicateur, avec le moniteur d'exudation, c'est beaucoup plus facile, même pour un patient, de monitoriser le bon moment de changer. Donc, ça peut réduire les changements de pansement. Debbie, est-ce que tu aimerais ajouter? Oui, oui, absolument. Je peux vous le dire dans mon expérience. La différence, c'est qu'avec le Mepilex Borderflex, c'est un peu pour ceux qui ont déjà utilisé le Mepilex XT. Tes exudats, ils s'éloignent de le lit de la plaie, que ton Mepilex ne fait pas, avec tes 5 couches. Puisqu'il tient, ça veut dire que tu enlèves tes protéases du lit de la plaie. Et en enlevant les protéases du lit de la plaie, tu vas aider la cicatrisation parce que c'est ça qu'est-ce qui te fait rester dans le processus d'inflammation. Si tu éloignes tes protéases, tu diminues le risque d'infection, parce que tu vas diminuer tes protéases. Puis là, tu es capable d'aller dans ta phase de prolifération. Puis tu le vois dans ton pansement, on trouve que l'exudat est vraiment collé dans ton pansement, puis il est vraiment éloigné. C'est l'observation que j'ai vue. Et j'ai la même en utilisant le XT, c'est la même expérience. Puis ça n'a pas la tendance d'assécher aussi le lit de la plaie, comme d'autres pansements mousse peuvent faire. J'ai 2 questions qui se comblent bien. Est-ce qu'il est couvert avec le code 101 et est-ce que le pansement est disponible dans les pharmacies? Oui et oui. D'accord. C'est sûr que parfois, dans certaines pharmacies, il y a un petit délai de commande, mais dans certains centres qui sont peut-être un peu plus spécialisés, ça peut être plus accessible.
Si je peux juste faire un commentaire, j'ai eu beaucoup de difficultés dans la région que moi je travaille, de l'avoir. Écoutez, vous avez un problème, appelez votre représentante, elle va l'arranger. C'est la manière que ça marchait pour moi. À la prochaine question, est-ce que c'est mieux d'y aller avec hydrofibre ou alginate s'il nécessite dessous du Mepilex BorderFlex? Je dirais que ça dépend du type d'exudat. C'est sûr que si vous avez un exudat qui a une composante sanguine, ben, l'avantage de l'alginate, c'est que ça peut favoriser un peu l'hémostase, mais je pense que ça peut être deux pansements primaires acceptables à combiner. Toi, Debbie? Oui, c'est correct. Ça peut être même un pansement, ça peut être n'importe quel pansement parce que quand on regarde c'est quoi mon pansement primaire, mon pansement secondaire, ça va dépendre sur tes exudats. Parce que si tu as un exudat si tu as une plaie qui est très exudative, tu vas probablement aller à un hydrofibre, par exemple. Puis comme tu as dit, s'il y a du saignement, ça peut être encore, ça dépend. Ça dépend vraiment sur ta plaie. C'est pas un ou l'autre qui va être mieux, c'est vraiment dépendant sur l'évaluation de la plaie. Mais par contre, j'en profite pour réitérer l'importance de ne pas mettre de compresse de coton en dessous d'un pansement mousse. Ça, c'est vraiment, ça altère et ça nuit énormément et c'est vraiment pas une bonne option. Une autre chose aussi, c'est d'éviter de mettre une interface siliconée sur la plaie et ensuite de mettre un autre silicone. Ça ne fait pas de sens. C'est déjà le safe tack est déjà dans ton pansement aussi. J'ai un commentaire ici qui suit d'une question. Nous l'avons essayé pour une plaie oncologique avec exudat épais et visqueux. Nous avons remarqué que le pansement n'avait pas absorbé l'exudat. Est-ce que cela arrive souvent? Et ça, c'est un cas assez particulier. Puis peut-être même que comme représentante de la compagnie, moi, je pense que pour un cas vraiment particulier, peut-être que le XT, le Mepilex XT, a une propriété peut-être supérieure pour un exudat visqueux. Je ne sais pas, toi, Debbie, ou ce que vous en pensez. Ils fonctionnent tous les deux sur le tissu visqueux, je pense, parce qu'avec une plaie oncologique, je n'ai pas vu la plaie, mais ça se peut qu'il y a beaucoup de tissu nécrotique humide dans ce cas-là. Puis quand on a des plaies, je ne sais pas si c'était le cas dans ces cas-là, que tu as comme des morceaux, tu sais, de plaies. Puis dans ce cas-là, c'est important d'utiliser des produits pour ramollir ça. Je ne sais pas si c'est cette raison-là ou peut-être encore, c'est la grosseur du pansement. Une chose que je vois dans ma pratique, c'est l'utilisation des pansements mousse qui ne sont pas suffisamment assez larges. Ça veut dire qu'il faut dépasser sur de la peau intacte par au moins 2 à 4 cm de plus sur la peau périlésionnelle. C'est super important, sinon le pansement ne va pas être fonctionnel. Moi, je dirais que c'est une des erreurs les plus fréquentes en soins de plaie. Puis je te dirais, moi, je suis encore plus généreuse, 2 à 5 cm. Mais c'est vraiment, vraiment parce que tu as une capacité d'absorption verticale, mais aussi ça se dépend en latéral. Donc, si tu veux avoir un meilleur effet coût-bénéfice, tant pour la qualité de vie du patient que pour les aspects plus financiers là, de coût-efficacité, bien, je pense que la taille du pansement, c'est énormément important. Puis si je peux dire une autre chose, une des choses qui est intéressante, c'est que si je parle du Mepilex XT, à propos du Mepilex BorderFlex, le XT vient aussi en 20 cm par 50 cm. Puis pour les infirmières qui travaillent avec moi dans le CLSC, ils savent que ça fonctionne super bien sur les membres inférieurs avec des grosses plaies. Que c'est juste pour vous dire qu'on n'est pas juste limité à un 10 par 10 puis un 20 par 20. Merci. Une autre question. Est-ce que le Mepilex stimule la granulation sur une plaie fibreuse? Non.
Tu peux-tu le répondre, ça, là, Diane? Avec du tissu fibrineux, je pense que c'est ce que je pourrais en C'est ça, oui. Alors, ben, c'est sûr que quand tu mets un pansement mousse qui va absorber le trop-plein d'exudat, tu vas favoriser le processus naturel d'autolyse et donc, c'est certain que tu ne nuis pas. Mais chose certaine, c'est que c'est une croyance populaire que lorsqu'on a des tissus fibrineux, il faut toujours ajouter des hydrogels. Alors, c'est sûr que le pansement mousse peut définitivement aller aider Mère Nature à faire son travail de nettoyage dans la phase inflammatoire quand il y a des tissus dévitalisés à dégager. Mais c'est important aussi. Puis il faut se rappeler que le débridement autolytique, c'est un débridement lent. OK? Que si vous pensez que ça va faire du tissu granulation vite, c'est pas exactement ça. Encore, quand on gère de l'exudat, il faut toujours avoir le bon pansement qui va gérer ton exudat. J'aime ce que Diane elle a dit à propos de l'hydrogel. Ça, c'est bien important. Que quand on a dessus, s'il y a beaucoup d'exudat, encore, le débridement est aussi important. Puis le maintenir avec le débridement autolytique. Puis, je pense que je dois compléter vraiment parce qu'il ne faut pas mettre toute l'énergie puis tous nos espoirs pour la progression de la cicatrisation sur le pansement. Il faut vraiment se pencher sur les facteurs systémiques qui sont associés à la personne qui a la plaie, sa nutrition, si c'est une plaie avec un problème vasculaire, qui soit artériel ou veineux, est-ce que la compression est gardée est-ce que la compression est tolérée? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a eu une évaluation vasculaire par un chirurgien vasculaire? Est-ce qu'on peut revasculariser le membre, ne serait-ce que par une angioplastie percutanée? Alors, c'est sûr qu'il faut vraiment… Est-ce que la personne fume? Il y a tellement d'autres facteurs que le pansement. Alors, je veux quand même un petit peu dévier l'attention du pansement parce que, évidemment, on a beaucoup d'autres aspects à gérer que le pansement. Ouais, c'est important de traiter l'étiologie sous-jacente. Et de corriger les facteurs qui sont modifiables. Donc, un traitement holistique. Exactement. Merci. Bon, la prochaine question, on a quelques minutes encore. J'ai beaucoup de demandes pour la présentation. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on pourrait partager ou on pourra en discuter davantage après la présentation et puis répondre aux questions directement via courriel aux participants. Alors, je pense qu'il faudra avoir un regard pour les droits de copyright de certaines photos, de certains chiffres. Je pense que oui, on va se pencher sur cette question qui revient. Mais il faut toujours considérer que certaines photos, on n'a peut-être pas tous les droits de copyright pour que ce soit partagé. Alors, parfois, on peut faire une version, pour les participantes en retirant au besoin certaines illustrations, certaines images. D'accord. Alors, pour les participants, nous allons communiquer avec vous quand cela sera prêt. Alors, je suis contente. Merci beaucoup, Diane et Debbie. Une autre question. Combien il coûte le pansement? Peux-tu faire un commentaire avant toi, Nicole? Pardon? Première chose, non, parce que sur le RAMQ, il est moins cher que votre Mepilex Border, hein? Oui. Alors, c'est difficile de parler de coût parce que les participants viennent de tous les régions et soins domicile, hôpital. Alors, c'est listé sur le RAMQ et c'est aussi listé sur les contrats. Alors, il s'agit de demander à votre département d'achat pour savoir le prix. C'est très difficile de répondre comme ça généralement. Oui. Bon, alors, une autre question. Est-ce que le Mepilex XT est le même que le Mepilex Transfert? Non. 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 La différence. C'est Debbie. Ben, vas-y, Diane. OK. Le Mepilex Transfert, c'est en fait une interface avec la technologie de silicone
Et c'est vraiment un pansement que tu ne peux pas mettre seul, du tout, parce que, en fait, son rôle, c'est de préserver l'intégrité périlésionnelle de la peau et de décharger, de transférer l'exsudat dans un autre pansement. Alors, non, c'est pas du tout la même chose parce que le Mepilex XT, tout ça, lui, il peut être mis seul comme pansement, tandis que le transfert, ben, il porte son nom. Il est simplement là comme interface de transfert. Puis ton Mepilex XT peut être un pansement primaire ou secondaire, mais ton pansement de transfert a besoin d'un pansement secondaire avec. Mais il est toujours le pansement primaire. Ben, oui, il est toujours le pansement primaire, c'est ça. C'est ça. Puis j'ai une dernière question. Est-ce que le pansement vient en format argent? Le Plex. Pas en ce moment. Ben, je peux-tu faire un commentaire? Parce que, en théorie, OK, si vous éloignez les protéases de votre lit, de votre plaie, vous aidez à réduire l'infection, OK, en théorie. Mais si vous croyez qu'il y a une infection ou vous êtes en train de faire l'hygiène de la plaie, vous pouvez utiliser un pansement antimicrobien. Je pense que je l'ai présenté dans mes études de cas où j'ai présenté plusieurs cas où j'ai utilisé des pansements antimicrobiens parce que pour la gestion du biofilm avec le pansement. J'ai une dernière question, puis on va finir la présentation. Est-ce que le Mepilex Border est semblable dans son utilisation que le biotin silicone? C'est sûr que c'est dans la même catégorie, mais le biotin silicone n'a pas nécessairement 5 couches, n'a pas non plus nécessairement cette extension à 360 degrés qui permet vraiment un ajustement optimal et de résistance à toutes sortes de forces de cisaillement. Est-ce que tu aimerais compléter, Déby? Puis une autre chose, c'est que la différence entre ce pansement siliconé et le Mepilex, je peux même dire, je vais le comparer au Mepilex XT, par exemple, à cause de la technologie du SafeTac. Qu'est-ce qui est intéressant, quand tu fais des membres inférieurs, tu peux coller le pansement sur le membre inférieur, puis il reste en place, qui est très utile, par exemple, parce que les autres, ils parlent du biotin silicone avec bordure. Il fonctionne un peu pareil, mais il n'est pas flexible. D'accord, merci. On n'a pas d'autres questions. Alors, si je vais attendre 10 secondes, s'il n'y a pas d'autres questions, les gens nous remercient. Alors, j'aimerais remercier Deborah et Diane pour l'exposé engageant et merci à tous d'avoir participé au webinaire de ce soir. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter Caroline Desjardins. Vous avez son courriel sur l'écran. Elle va envoyer votre courriel à la représentante de votre région pour un suivi. Et une fois que vous aurez quitté le webinaire, vous recevrez un sondage sur la présentation. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir le compléter et de nous faire part de vos commentaires. Ceci nous aidera pour les webinaires dans l'avenir. Le lien d'enregistrement sera envoyé par courriel dans les 48 heures si vous souhaitez revoir la présentation ou la partager avec vos collègues. Au nom de nos présentateurs, Monica et Wood Canada, merci de vous rejoindre à nous aujourd'hui et bonne fin de soirée.